Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 28e épisode de recevoir Eric Duport. Eric Duport Abogados, qui est avocat. Bonjour Eric, comment vas-tu? Hola Joël, je suis très très bien, merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de t'avoir dans cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'ailleurs. On va s'attacher à découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, nous allons à Toulouse et je dois avouer, nous faisons un petit voyage dans le temps, puisqu'en effet, nous allons discuter avec Eric, qui est un ami d'enfance de ma période où j'étais en Amérique latine. Pour être plus précis, en Colombie. Mais bon, on va pas faire tout un blabla sur la nostalgie, n'est-ce pas? On va commencer par la question traditionnelle à Eric. Tu connais le principe. Peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui Joël, je suis Eric Duport, comme tu l'as bien dit, je suis colombien, je suis franco-colombien, j'ai 44 ans, je suis avocat en Colombie et maintenant j'habite à Toulouse par des raisons qu'on va discuter dans le podcast. Et voilà, je suis entrepreneur, avocat, je suis dans le legal tech et on va voir tout ça dans quelques minutes. Écoute, c'est très bien. Ça fait déjà pas mal de sujets. Je suis vraiment ravi. On va peut-être commencer par la partie avocat. Bon, tu es à Toulouse, c'est tout récent, hein, si je me rappelle bien. Oui, depuis 2 mois, je suis venu à Toulouse m'installer avec ma famille. C'est un voyage découverte parce que, comme je t'ai dit, je suis français et avec ma famille, on voulait avoir une vie française. J'ai 2 filles. Je voulais leur offrir cette expérience de vie française. Nous sommes juste à côté de Toulouse dans un petit village qui s'appelle Muret, très sympa. Et voilà, et nous sommes là pour une année. Mais je suis attaché à la Colombie parce que je travaille tous les jours avec la Colombie. Donc, cabinet d'avocat dans le franco-colombien. Eric, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, comme je t'ai dit, je suis avocat, j'ai étudié en Colombie, même j'ai étudié à Paris, mais j'ai fait les sciences politiques latino-américaines pendant une année. Mais de base, je suis avocat des entreprises. Et voilà, ça fait en 2010, j'ai créé mon cabinet d'avocat avec mon frère. À cette époque, lui et moi, on était employés dans d'autres boîtes, mais on s'est dit, bon, on va créer ce cabinet. Donc, le cabinet d'avocat de profession libérale, ça se gère comme une entreprise. En fait, tu es gérant d'une société et à la fois entrepreneur, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Il faut bien comprendre qu'un cabinet d'avocat, c'est une entreprise aussi. Tu as des clients, tu as des employés, tu as des processus à l'intérieur, tu dois gagner de l'argent, tu Mhm. dois avoir encore plus de clients et tu dois gérer tout ça. Mais si tu as une formation d'avocat, c'est normalement difficile parce que à l'université, on t'apprend pas à être Gestionnaire. gérant d'une Ouais, compagnie en tant qu'avocat. ouais. Et c'est vrai que la meilleure école, malheureusement, après c'est pas donné à tout le monde, hein, on peut se planter, c'est learning by doing, hein, en faisant, en gérant, upscalant, Voilà. en agrandissant quoi. Ouais, non, pardon. Je te disais que là, on fait beaucoup d'erreurs. Quand tu gères une entreprise sans avoir les connaissances, alors tu vas faire beaucoup de fautes qui vont te coûter très cher. Mhm. Donc bon, tu dis ça peut coûter cher, bon, un cabinet d'avocat ou une petite entreprise, les erreurs qui coûtent très cher, ça peut coûter aussi la vie de l'entreprise. Du coup, pour gérer ton cabinet, puisque tu l'as créé en 2010, tu as dit avec ton frère, tu as dû faire quelques erreurs. Comment tu as appris à gérer le cabinet? Oui, en fait, j'ai eu l'opportunité de gérer une entreprise. C'est pas une entreprise vraiment, mais c'est la chambre de commerce de la ville où j'ai grandi, où toi aussi À t'as vécu Pereira. quand tu étais petit, à Pereira, Mhm, dans la région du café en Colombie. Et mhm, c'est là où j'ai appris à gérer. Et après ça, j'ai fait plusieurs formations en direction d'entreprise. Et ça m'a permis de gérer mhm. sur ces bases mon cabinet d'avocat. Et c'est comme ça maintenant que je donne de la valeur au cabinet. Et j'ai inventé ou j'ai créé pour le cabinet aussi, que c'est
chose qu'on va parler Oui. à la suite, un logiciel qui me permet de contrôler mon cabinet. Et voilà, c'est la suite, non? Donc on va parler de ça, puisqu'en fait, c'est ce qu'on a discuté il y a quelques jours. C'est un CRM donc, ou un progiciel pour gérer les activités de l'entreprise. On peut le citer, hein, c'est Tactic Cloud, c'est ça? Donc tu peux nous en dire un peu plus généralement comment ça fonctionne? Ouais, je vais raconter un peu Ou la gestation? comment j'ai pensé à ça, parce que quand j'étais dans le cabinet, c'est vrai que tout le temps, le premier problème d'un entrepreneur, c'est de savoir combien ça coûte tes services, Mm. tu vois? Et ça, c'est difficile à le calculer. Mhm. Et si tu n'as pas les données pour faire le calcul, si tu n'as pas les informations correctes, tu vas te planter sûrement. Mhm. Alors, j'ai commencé avec l'Excel. On commence presque tous avec Tous. l'Excel. Ouais, d'accord. Et voilà. Et j'ai vu que l'Excel, avec des tables dynamiques Oui, et tout ça, tableau croisé et je tout. commençais à avoir des informations très, très intéressantes. Mhm. Et comme ça, avec les informations de l'Excel, j'ai pu changer les méthodes et les contrats avec mes clients, Ok. tu vois. Et Mhm. j'ai commencé à gagner plus de l'argent. Mhm. Donc, D'abord avec un simple Excel. ok. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais penser peut-être acheter un logiciel, voir si je peux faire ça. Mhm. Et tout ce que je trouvais dans le marché, c'était pas exactement ce que je voulais parce que j'avais déjà un ordre pour faire les choses à l'intérieur du cabinet. Une Alors je me systématique. suis dit, Mhm. je vais construire, ouais, je vais faire mon propre logiciel. J'ai parlé avec des ingénieurs qui ont adapté le processus que j'avais à l'intérieur du cabinet et voilà, ça a donné le logiciel qu'aujourd'hui il s'appelle Tactic Cloud. Mhm. Vous le trouvez sur tacticcloud.com. Mhm. Il est en ce moment en espagnol parce que C'est pour le marché c'est comme colombien ça pour qu'il l'instant. c'est. Mais Voilà. c'est un sujet qu'on va développer, je pense, dans les semaines à Mhm. venir, puisqu'on en a discuté pour donner une indication à nos auditeurs. En fait, c'était une démo, hein, tu m'as fait une démo, et c'est vrai que l'approche, puisqu'au final, on se rejoint sur une thématique, c'est l'approche gestion de projet. Comment on Ouais. gère les activités au sein, que ce soit un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet immobilier, ça peut être gérer des gens. Et voilà, donc ce que tu m'as montré lors de ta démo, on retrouve bien cette approche que tu avais, donc la gestion d'une entreprise, la gestion des activités des Mhm. gens, la gestion des ressources, que ce soit humaines et financières, c'est-à-dire comment je calcule mon Mhm. taux horaire, comment je refacture, est-ce qu'on a consommé toutes les heures, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut facturer au client. Donc, ouais, moi, honnêtement, je dis chapeau sur ce que tu m'as présenté. Donc, voilà, ça veut dire que maintenant, ce logiciel que tu as développé sur fonds propres pour ton cabinet, tu l'as déjà distribué en partie en Colombie? Non, non, non. En fait, là, je suis dans une étape de ce processus intéressante. J'ai tout investi dans le développement Mhm. du logiciel. Comme tu dis, c'est un logiciel très complet. Et maintenant, je suis dans la relance de la deuxième partie, que c'est la partie commerciale. Mhm. La Euh, commercialisation du et produit. c'est pour ça, bon, je suis en France un peu aussi pour voir des opportunités de financement pour le logiciel, pour cette Mhm. deuxième étape, pour avoir des nouveaux clients, peut-être pas exclusivement, comme tu dis, dans le secteur légal, Mhm. même si c'est un logiciel inscrit dans le Legal Tech, Mhm. mais voir comment ça se passe ici Peut-être alors qu'il est avec le adaptable au logiciel. marché, quoi. Voilà, c'est ouvert. Voilà, Ok. Ok. c'est ça. Ouais, après c'est complètement l'approche entrepreneur que tu fais. En plus sur fonds propres. Bah, disons que tu avais ce besoin et tu as couvert ton besoin en faisant le développement pour toi et en te disant ok maintenant que le développement est fait, j'imagine le retour que tu as des clients puisque tu m'as montré ça permet de générer des reporting, de la transparence sur un Voilà. projet. Et je pense que c'est le plus important dans un projet, c'est la communication. C'est-à-dire voilà indiquer Mhm, à tout moment pour les gens qui travaillent sur le projet ainsi que les stakeholders, pour utiliser la terminologie du projet, les gens, à tout moment, tu peux voir où on en est sur le déroulement du projet, puisqu'on parle toujours facturation, c'est quand même le sujet important à savoir, hein, combien ça coûte si on n'a pas dépassé ouais. les budgets.
Ça te permet en toute transparence d'indiquer comment ont été consommées les ressources. Voilà, tu as répété deux fois un mot très important, c'est la transparence. Mhm. Parce que c'est un des principes les plus importants dans une relation avec les clients. Mhm. Parce que là, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de payer et qu'est-ce que tu as fait pour eux, à part le produit final ou le service que tu as prêté, mais comment ça s'est déroulé? Quelles sont les ressources à l'intérieur que tu as consommées pour pouvoir prêter ce service? Mhm. Voilà. Tout ça, c'est très important dans cette relation avec le client. Donc du coup, la transparence aussi renforce la confiance mutuelle. Et comme toute... Voilà. enfin moi, c'est mon principe, hein, enfin je pense que beaucoup, la confiance mutuelle, elle se gagne par une communication transparente. Tu fais tout le temps, tu montes les cartes, où on en est, et ça permet bien sûr de transformer le client ou de rassurer en disant, voilà, il ne paye pas, j'en sais rien, une activité, bam, pour un document, un avocat, 10 000 euros, enfin je donne un exemple un peu barbare, pour tant d'heures, et au final, ça va être juste une lettre ou un contrat. Tu m'avais donné l'exemple d'une analyse de création de franchise. La franchise, au final, ce que voit l'utilisateur final ou le client, c'est un contrat avec les spécificités de tel pourcentage va au créateur de la franchise, les alinéas des différentes parties du contrat. Mais ce que ne voit pas le client, c'est tout le travail de recherche que tu fais ou d'analyse, comment on appelle ça, juridique, Ouais. technique aussi, dans le sens, qu'est-ce qui est viable pour les deux parties, quoi. Ouais, ça c'est important parce que là tu as deux informations. L'information qui va au client, mais il y a une information interne pour l'entreprise. Ce sont les ressources que tu as épuisées, Mhm. c'est-à-dire le temps de tes avocats qui font de l'investigation, le research, Mhm. des informations pour pouvoir construire le contrat. Mhm. Alors, il y a deux moments, deux temps que tu gères dans ton cabinet. Un temps qui va être facturé et un temps qui va être un coût pour ton entreprise. Mhm. Et tout ça doit être à la fin rentable pour toi, pour pouvoir facturer, Mhm. tu vois, et pour pouvoir gérer ton entreprise. Alors, c'est bien quand on a toutes ces informations pour pouvoir prendre des décisions à l'intérieur qui vont te permettre d'être plus rentable, d'avoir des informations pour le futur, pour ne pas répéter les mêmes, Les erreurs. Mhm. par exemple, les mêmes erreurs. Mais si tu as fait une investigation sur un sujet, bon, tu vas le trouver là parce que tu vas plus refaire la même chose. Mhm. Alors, c'est de la gestion De connaissances. des connaissances, Ouais. la gestion des documents parce que tu gardes tout sur le logiciel. Alors, ça te permet d'être plus pratique. Ouais. 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 Donc en fait, tout en métrique et ces valeurs-là, de pouvoir faire l'aide à la décision. Donc c'est de la stratégie basée sur du factuel, des éléments qui ont été mesurés et qui te permettent, comme tu viens de le dire, peut-être pour le prochain contrat ou type de contrat similaire, Mhm. de peut-être mieux optimiser le travail de recherche, la facturation et les risques. Décider, voilà, là il y a des opportunités, là il y a des risques. On sait qu'accumuler de l'expérience sur des projets précédents, donc des contrats précédents, plus rentablement, plus lucrativement, peut-être même moins cher pour le client, puisqu'on sera plus rapide de retrouver l'expérience précédente. Ok, très bien Eric. Autre chose à rajouter sur cette thématique ou on revient plus sur des anecdotes quand tu as commencé avec ton frère en créant le cabinet. Vous travaillez encore ensemble ou... On est associés, mais lui, en ce moment, il fait d'autres choses à D'accord. Bogota. Il travaille pas dans notre boîte en Ok. ce moment. Et j'ai un autre associé. Nous sommes une dizaine d'avocats dans le cabinet. Mhm. Et c'est vrai qu'avoir un logiciel, d'une part, c'est bien, mais c'est rien si tu n'as pas la culture à l'intérieur Mhm. de l'entreprise pour voir et pour savoir gérer. Parce que si tu ne rentres pas les informations dans le logiciel, si tu ne suis pas les processus que tu as créés dans l'entreprise, ça sert absolument à rien. Et c'est le Mhm. problème que j'ai vu dans tous les logiciels du marché et même dans le mien, ça doit être accompagné d'une culture. Et Mhm. c'est là où j'essaye d'insister beaucoup dans mon cabinet, d'avoir une culture d'entreprise. Bon. Mhm. Pouvoir que les avocats acquièrent cette culture d'entreprise. Tu vois, Ok. pas simplement une vision d'avocat, je suis un avocat d'entreprise, non. Ils doivent
penser aussi qu'ils font partie d'une entreprise qui doit être gérée et ils font partie de ce groupe, de cette équipe. Donc, pour faire un petit wrap-up sur le sujet, et je pense que là-dessus, je te rejoins à plus de 200%, c'est-à-dire que peu importe le logiciel, moi j'ai vu ça, l'utilisation sur Jira dans des activités de développement IT en agile, peu importe l'outil, le plus important, je pense que c'est l'adhésion ou l'adhérence des utilisateurs à la philosophie, à une discipline. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur logiciel de suivi de projets ou de tâches. Hein. On va parler de Kanban ou de Jira ou d'autres logiciels qui permettent de faire le suivi d'activités, consommation de budget. Mais si personne rentre les données dedans, ben, ton outil est très bien, mais à aucun moment il ne reflètera la réalité. Donc c'est vrai que comme tu le dis, c'est bien d'accompagner, donc livrer le produit, mais avec la philosophie qu'il y a derrière. Et bien sûr, c'est là où, entre guillemets, le bas blesse, puisque le gros travail, c'est un travail d'éducation, d'adhésion des gens, puisqu'il faut que les gens se reconnaissent dessus. Il faut qu'ils reconnaissent les avantages de se dire, ok, si je mets dedans, ben, j'ai eu du retard sur tel livrable parce que il me manque telle et telle partie du code ou le système a planté. En fait, d'accepter, parce que je pense que c'est ce qu'on a vu, ce que j'ai vu moi dans notre entreprise, c'est-à-dire le reporting, le green reporting, c'est-à-dire toujours dire non, non, tout est bon, tout est sous contrôle, parce que la peur de communiquer sur l'erreur ou sur le délai, en se disant ben non, on n'a pas fait ça parce que la personne est malade, parce que j'ai pas eu le temps, parce que c'était pas dans mes priorités. Et c'est très dur, hein, c'est très dur d'accepter, de communiquer sur l'échec. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Ouais. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Il y a la discipline, il y a la culture de l'entreprise, et les personnes qui travaillent avec toi doivent être dans le même chemin, tu Mhm. vois. Et c'est une caractéristique très importante pour gérer n'importe quelle entreprise, même un cabinet d'avocats. Je pense que c'est encore un peu plus difficile parce que, bon, comme on disait au début, à la fac, tu apprends pas à travailler donc pour une entreprise, à gérer une entreprise et il Mhm. y a des méthodes, il y a des valeurs, il y a le Mhm. suivi, il y a beaucoup d'organisations et disciplines qui doivent être récurrentes à l'intérieur de l'entreprise. Mhm. Voilà, alors ça sert à rien d'avoir un superbe logiciel si t'as pas Si personne une l'utilise. culture et une discipline. Voilà, Ok. voilà, tout à fait. J'aime bien cette approche-là, puisque c'est vrai que l'image qu'on a des avocats, c'est voilà, dépositaire de la loi, c'est-à-dire j'ai une question, je ne sais pas sur le droit, je ne veux pas jeter un pavé auprès de mes amis avocats, hein, ceux qui m'écoutent, hein, ou toi Eric, de dire voilà, on pose une question et on a cette image un peu antidiluvienne, de dire voilà, c'est dépositaire du savoir, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'en donnant cette transparence, pourquoi le client paye pour ceci, cela, mais d'accepter qu'il y a un certain travail. Je pense que c'est visible aussi dans d'autres domaines, dans l'ingénierie, un développement, et voilà, on paye tel prix, on voit que le résultat du produit final, hein, mais on oublie de voir qu'il y a eu un travail de recherche, un travail de safety, la sécurité du fonctionnement. Donc voilà, c'est la partie immergée de l'iceberg. On ne voit que le résultat en tant que client, quoi. Ouais. Et il y a une transformation du droit dans les derniers temps, dans toute la planète. Tu vois, aux États-Unis, tu vois des cabinets d'avocats où on te facture pas les heures. Parce que ça, ce qui est normal, c'est que tu vas être facturé des heures de travail des avocats. Mhm. Non, ça commence à être Ok, une euh, transformation. à changer. On te dit, je te fais ce contrat, ça n'importe pas combien d'heures ça va me prendre, mais je suis transparent avec toi et ce contrat, c'est 50 euros, 500 euros, et ils ne tiennent pas en compte les heures pour la facturation. Mais les heures sont très importantes à Bien l'intérieur sûr. Oui, du pour être. cabinet Mhm. pour gérer les coûts, en tout cas. Ouais. Ok. Ah, ok. Donc, ça veut dire quand il a ce qui se fait dans l'industrie, puisqu'on compte en heures, que chaque heure, Mhm. chaque employé a un prix. Donc, il est transposé pour optimiser peut-être comment on a dit, le fonctionnement d'un cabinet d'avocats un peu plus industrialisé, si on peut appeler ça comme ça.
Ouais, mais en fait, les clients, ils ne veulent plus savoir que dès que tu appelles ton avocat, il met le Le compteur compteur, du oui. temps. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et tu stresses parce que ça devient long. Mais Mhm. non, mais le client va avoir une réponse, Ouais. veut être clair et ça va me coûter 1 000 euros. Bon, je suis d'accord pour payer 1 000 euros, mais ne mets pas le compteur parce que c'est pas ce que je suis en train de payer. Je veux une relation Ouais, humaine ouais, avec un avocat et un bon conseil. ouais. Avec un bon Voilà, résultat, ouais. c'est tout. Ouais, ouais. Ah, c'est Ouais, c'est ça. ça. On arrive un petit peu à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder? Mais écoute, là, comme je t'ai raconté, je suis en profitant du télétravail. Je continue à travailler depuis la France, mais tout le temps en relation avec avec la Colombie. En C'est décalage une horaire? avec le décalage horaire de 7 heures, je travaille la nuit. Mais c'est une des belles possibilités qu'on a eues avec la pandémie. Tu vois, Ouais. le télétravail est arrivé dans les cabinets d'avocats. Depuis la première semaine où on a été enfermé en Colombie, c'est Mhm. au mois de mars de l'an dernier, Comme tout le monde, ouais. tous Mhm. les avocats sont partis dans leur maison, Mhm. moi aussi, et on a commencé à travailler en télétravail. On a utilisé le software, le Tactic Cloud pour faire le suivi. Mhm. Et je me suis dit, bon, si ça continue, je vais essayer d'avoir une belle expérience en France, mais ça démontre en fait qu'il y a une transformation pour prêter les services. Maintenant, Ouais. les clients sont d'accord que je ne leur fasse pas des visites Mhm. physiques, Oui, tu de vois, visite, ouais. mais Mhm. qu'on a des réunions sur Teams, Ouais. sur Google, et ça marche. Donc, c'est un peu la transformation de tout type de service qui est bien, qu'il faut profiter de ça, même pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est ce que je suis en train de faire maintenant pour une année de venir en France. Mais il faut tenter le destin, moi, je pense, Mais je de temps en temps. Mais je pense que tu as complètement raison. Je pense qu'en plus, on le voit sur les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent. Le côté pandémie, bien sûr, qu'il y a eu le côté négatif où les gens se disent ouais, on est enfermé, machin, l'incertitude. Et moi, l'élément positif que je vois pour ceux qui peuvent travailler à distance, pour les métiers où on est derrière un PC, pour être honnête, c'est une chance énorme. Ça a permis de montrer en fait que oui, si la relation de confiance entre l'employeur et l'employé est là, on a la technologie, on peut travailler à distance. Hein. Comme tu le vois, on a fait cet enregistrement. Toi, tu es à Toulouse. Moi, je suis en Pologne, puisque je suis en congé lors de cet enregistrement. Sur d'autres épisodes, on a parlé de comment dire, la barrière géographique, le présentiel. Cette barrière a explosé. Dans le sens où tu peux aujourd'hui fixer des rendez-vous avec les gens. Les gens ont accepté un autre rythme, c'est-à-dire la priorité au bien-être de soi-même. C'est-à-dire, voilà, je travaille à mon rythme. Bien sûr que c'est moins facile hein, pour les gens qui travaillent 8 heures au bureau. On se rend compte que quand tu Ouais. travailles en home office, tu vas travailler 10 heures parce que tu n'as plus on va dire, le côté social, la pause café, la pause cigarette, peut-être qu'on en fait plus, on en fait moins, Ouais. j'en sais pas, je ne suis pas, mais le café, c'est vrai, ou aller voir les gens. Mais l'élément aussi, c'est tu as supprimé la perte de temps dans les transports en commun, qui déjà, cette routine pèse énormément pour la motivation des gens. Là, pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr. Je ne veux pas mettre tout le monde dans la même situation. Si tu es en appartement et que tu vis dans une petite surface, c'est moins évident. Il y a ce besoin de sortir Ouais. aussi. Voilà, après, il faut modérer tout ça, puisque je pense qu'il y a toujours besoin, je pense, et là je parle en niveau projet, le besoin, on est des êtres, l'humain est un être social, a besoin des autres, on a besoin de se rencontrer, même Mais si on a tu as le... toujours les coworking Voilà, voilà. pour te rencontrer avec d'autres personnes. Tu vois, à chaque problème, il y a une solution très intéressante. Et le développement des coworking, Mm. des grandes surfaces pour travailler avec d'autres personnes, de se rencontrer, Ouais. ça, Ça ce sont des opportunités en plus pour rencontrer, pour faire des Mhm. nouveaux business avec d'autres personnes. Ou de travailler de d'autres manières aussi, c'est-à-dire de ne Ouais, plus être 8 heures dans un endroit, toujours ton même bureau. Là, tu peux travailler dans différents bureaux, que ça soit chez toi, ouais. que ça soit sur une terrasse d'un café ou dans le jardin.
après, il y a certains métiers, on ne peut pas. Le métier de production, on est bien d'accord. Malheureusement, il y a besoin d'être sur le produit. Écoute, très bien, Eric. Moi, j'ai été ravi d'échanger sur toi sur ces différents sujets. L'approche très entrepreneur, la partie IT, la gestion d'un cabinet d'avocat comme une gestion d'entreprise. Cette thématique, je pense que tu nous donnes un indice sur la transformation de ce cœur de métier, cette profession libérale, le besoin de transparence auprès du client. C'est-à-dire que c'est vrai, tu as raison, quand on est client, c'est un peu comme tu montes dans le taxi. Dès que je prends le téléphone et que j'appelle mon avocat, boum, il y a le compteur qui tourne. Et que que c'est pas nécessairement ce qu'attend le client ou même une transformation de l'approche. Très bien, Eric. Une dernière question, comment on peut te contacter sur la partie avocat, donc droit du travail et des entreprises, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Mais bon, pour les personnes qui écoutent ce podcast, et s'ils ont besoin d'investir en Colombie, ils peuvent me trouver sur duportabogados.com, c'est le site internet du cabinet, et sur duportabogados.com. Voilà. Avec un T. De toute façon, toutes ces informations seront sur l'article associé à cet épisode. Eh bien, écoute, Eric, fue un placer, comme on dit en espagnol. Muchas gracias, Joël. Muchas gracias. Ravi de ta participation. Je te dis à bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 28e épisode avec Eric Duport du cabinet Eric Duport Abogados vous a plu. La semaine prochaine, nous allons à Hambourg rencontrer la scène des startups hambourgeoises. Et dans ce milieu, nous allons rencontrer Antoine Verger, cofondateur de Youk. Une thématique principale et très actuelle, le calcul CO2 ou compensation financière pour la protection de l'environnement. Mais je vous laisse pour l'épisode 29, Antoine surtout qui va mieux nous expliquer en quoi cela consiste. J'en profite au passage pour vous indiquer à nos amis utilisant Apple que tous les podcasts sont maintenant disponibles sur iTunes. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner sur vos différentes plateformes. Et sur iTunes, bien sûr, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça permettra aux autres auditeurs de mieux nous trouver et de profiter de ces différents échanges que nous vous présentons jusqu'à présent. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt. Et comme toujours, restez curieux.